Alors, cette étude IFOP que vous venez de nous présenter, elle montre que les Français attendent de l'Europe aussi davantage sur les questions migratoires. Je me tourne vers vous, Alain Lamassoure, député européen, ancien ministre, spécialiste de ces questions européennes. Quelle est votre réaction au vu de ce sondage qui montre cette ambivalence des Français face à l'Europe? Ce ne sont pas les Français qui sont ambivalents, ce sont les questions. Moi, ce qui me frappe, c'est que je suis maintenant engagé dans la politique européenne depuis plusieurs décennies. Les Français sont plus européens que leurs dirigeants. Mais nous avons l'art en France, au lieu de poser des questions concrètes, de faire des débats philosophiques. Et se dire que, alors que ça fait plus de 60 ans qu'on construit l'Europe, on est encore en train de se poser la question sur le sexe de l'Europe. Est-ce que ça doit être plus de fédération? Est-ce que ça doit être plus souverainiste? Ça ne sert rigoureusement à rien. Nous sommes ici, si je comprends bien, cher Franck, dans la communauté urbaine de Coulommiers. Non. De Marne-la-Vallée. La ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Bon. Les communautés urbaines, personne, au moment des élections municipales, n'évoque l'hypothèse de sortir de la communauté urbaine de Marne-la-Vallée. On sait bien qu'il y a un certain nombre de sujets qui, désormais, si l'on veut être efficace, si on veut rendre service à nos concitoyens, doivent être traités au niveau de l'espace de vie quotidien qui est localement la communauté urbaine et non plus au niveau de la commune. Ça ne fait pas disparaître Montévrain, ça ne fait pas disparaître Coulommiers, ça ne fait pas chez moi disparaître Anglette. J'ai créé une communauté d'agglomération au Pays Basque, mais ça garantit que nous rendons les services publics de l'espace de vie quotidienne à nos concitoyens. L'Europe, c'est la même chose. La question aujourd'hui n'est pas de savoir si les Français sont plus ou moins eurosceptiques. Personne ne veut sortir de l'Europe, en France. Même Madame Le Pen a renoncé, et c'était le sens du départ de Philippot, qui est à 1% aujourd'hui dans les sondages, à sortir de l'euro, donc à sortir de l'Union européenne. Et le vrai débat européen, il doit être quelles sont les politiques qu'on traite ensemble et quelles sont celles que nous continuons à traiter au niveau national. L'excellent Frédéric Dabi, que je félicite de sa présentation, et nous travaillons beaucoup sur ces travaux, dit les Français ressentent douloureusement l'échec de l'Europe dans la politique migratoire. Mais les enseignements de la politique migratoire, c'est l'échec total des États seuls. Il y a eu un épisode bouffon en juillet. Je regrette que les grands médias nationaux n'en aient pas parlé. Sous la pression de son ministre de l'Intérieur, M. Seehofer, bavarois, la chancelière allemande a été obligée d'annoncer qu'elle allait rétablir des contrôles aux frontières entre l'Autriche et la Bavière. Dans un premier temps, l'Autriche et l'Allemagne, donc en l'espèce la Bavière. Dans un premier temps, applaudissements des anti-européens, applaudissements du chancelier autrichien Kurz, qui appartient à notre famille politique mais qui est allié avec l'extrême droite, applaudissements du bouffon M. Salvini, qui dit Madame Merkel, elle est sur ma ligne. Ça, c'est dans l'heure qui suit, l'échelle de temps de tweets, Facebook, etc. 24 heures se passent. Panique en Autriche. Si la frontière allemande se ferme, les migrants vont rester en Autriche. Et donc, décision du chancelier autrichien, je ferme dans le col du Brenner la frontière avec l'Italie. Et donc, 48 heures après, panique de M. Salvini, disant de quoi, mais à ce moment-là, les migrants vont rester en Italie. Et donc, la preuve est faite par les eurosceptiques que sur un sujet comme la politique migratoire, au niveau national, on est impuissant, on est ridicule et souvent, hélas, on est odieux. Si l'on veut être efficace, ça ne garantit pas qu'on le sera, mais si on veut avoir une chance d'efficacité, il faut agir à l'échelle de l'Europe depuis le premier jour. Le premier jour, ce n'est pas quand des malheureux arrivent sur nos côtes ou se noient avant d'arriver sur nos côtes, c'est quand ils partent de chez eux. Et donc, il faut que nous commencions, vis-à-vis de ces pays de départ, d'avoir une politique commune
Au lieu d'envoyer 27 ministres différents de la coopération ou des affaires étrangères négocier avec chacun de ces pays pour le développement des pays ou pour le retour des migrants en situation irrégulière appartenant à ces pays qui sont chez nous, il faut envoyer une seule personne négocier au nom de l'Union européenne et inventer un nouveau partenariat entre l'Europe tout entière, et non pas la France et ses anciennes colonies, et l'Afrique tout entière, c'est évidemment l'Afrique qui est en cause. Il faut évidemment mettre en place un corps de garde frontières européen, non pas qui s'ajoute à nos douaniers et à nos policiers des frontières nationaux, mais qui les remplace. Et ça, nous en redirons peut-être un mot tout à l'heure à propos du financement. Il faut avoir la même définition dans les 27 pays de ce qu'est un réfugié politique, de ce sont les conditions pour bénéficier de ce statut. Il faut avoir une politique migratoire sérieuse, de manière à accueillir chez nous ceux des étrangers dont nous avons besoin, soit comme les Allemands pour raisons démographiques, soit pour nous, pour un certain nombre de spécialités professionnelles. Et puis, il faut avoir une politique commune de retour dans les pays d'origine des migrants qui ne peuvent pas vivre chez nous. Le tout en respectant nos valeurs d'humanisme. Et j'achèverai en m'étonnant du vote qui est intervenu cette semaine à Strasbourg pour sanctionner la politique antilibérale et barbare, dans le cas des migrants, du Premier ministre hongrois, M. Orbán. Les 2/3 du Parlement européen ont voté des sanctions contre M. Orbán. Les 2/3 de notre famille politique, le Parti populaire européen, y compris toute la CDU allemande, ont voté les sanctions pour M. Orbán. Les représentants de Les Républicains ont éclaté en 3. Ceux qui ont condamné, ceux qui ont soutenu Orbán et ceux qui se sont abstenus. Le leader de leur parti ayant déclaré « il ne faut pas ostraciser M. Orbán ». Imaginons que nous soyons dans les années 30 et que le leader de notre parti politique dise « il ne faut pas ostraciser un tel ou un tel ». Et que sur des sujets de cette importance qui mettent en cause les valeurs de l'Europe et ce que nous entendons par démocratie et par humanisme, un tiers de la formation politique disent « je ne sais pas ». Et donc, je suis heureux aujourd'hui d'être parmi vous avec les amis d'Agir. Merci. Merci Alain Lamassoure. Et nous sommes heureux aussi d'accueillir quelqu'un qui a condamné Orbán. Et nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. On voit également dans l'étude de Frédéric Dabi, on voit également que le sujet de la politique étrangère est un sujet qui intéresse les Français et qu'ils veulent pouvoir gérer au niveau européen. Derrière ce sujet de politique étrangère, il y a aussi le sujet du développement, et notamment du développement avec les pays du Sud. Vincent Ledoux, c'est un sujet qui vous intéresse, sur lequel vous avez l'occasion de vous exprimer souvent. Quels moyens politiques dispose l'Europe pour avoir une vraie politique de développement avec les pays du Sud et avec l'Afrique? Alors le premier sujet, Julien, c'est qu'on doit changer notre regard par rapport au continent africain qui est souvent fait, mes chers amis, de fantasmes, de tabous et de fausses idées reçues, préconçues. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que nous inversions cette tendance-là qui est extrêmement néfaste et qui est très souvent, d'ailleurs, il faut se le dire, instrumentalisée par les partis politiques eux-mêmes à des fins qui peuvent être plus ou moins funestes. La première des choses, c'est que le continent africain, d'abord, Jean-Pierre Raffarin nous a parlé de ce matin d'un monde continent. Il ne vous a pas échappé, si on compare le monde à une orange, je ne vais pas réinventer le monde, mais enfin, si c'est une orange, il y a un quartier d'orange américain qui est plutôt bien structuré nord-sud, il y a un quartier asiatique qui se structure plutôt bien nord-sud, et puis il y a ce quartier d'orange, Europe, Afrique, seulement distant de 15 km par le détroit de Gibraltar, 15 km, vous imaginez. Moi, entre ma ville de Tourcoing et Lille, il y a à peine 15 km. C'est ce qui nous sépare du continent africain. C'est juste incroyable. Or, nous sommes proches de manière géographique
mais tellement éloignées de manière culturelle. D'abord, il faut rectifier un certain nombre de choses. Première chose, nous n'avons pas d'invasion africaine. Moi, je voudrais saluer mes amis africains ou d'origine africaine qui sont dans la salle, très nombreux ici aujourd'hui, ce qui est pour moi un très bon signe. Il n'y a pas d'invasion africaine. Les Africains migrent d'abord chez eux, en interne. Mais est-ce que l'Europe a les moyens d'agir? Attendez. Deuxièmement, donc d'abord, il faut effectivement remettre les pendules à l'heure. Deuxième chose, bien entendu, que l'Europe et les pays européens ont les moyens d'agir. Mais faut-il pour autant changer ses lunettes pour avoir un autre regard? Nous avons fonctionné pendant des années sur le thème de la charité, de la compassion, du complexe que nous faisions, il faut se le dire, par rapport à ce complexe historique de la colonisation. Moi, j'étais agréablement surpris du discours d'Emmanuel Macron, tant en Afrique, j'ai eu la chance de l'accompagner au Nigeria, tant devant les ambassadeurs pour fixer la feuille de route. La politique africaine de la France est extrêmement claire, mais elle ne s'embarrasse plus de complexe. On a un président jeune, qui a une quarantaine d'années, qui n'est pas empêtré par son histoire, même s'il faut avoir connaissance de cette histoire, mais qui peut construire avec les jeunes Africains qui aussi attendent autre chose de nous. Donc d'abord, changer le regard. Deuxième chose, oui, il faut changer le logiciel politique. On fonctionne sur l'aide au développement. Je n'ai pas dit qu'il ne faut plus aider au développement. Il faut simplement se dire une chose. Nous, on peine à faire de la croissance sur notre continent européen, un continent de vieillards, mes chers amis. Nous avons un continent africain qui fait la croissance et qui est peuplé de jeunes. Vous savez la moyenne d'âge du Sénégal, les amis? Vous pouvez me dire une moyenne d'âge? Sénégal? Allez-y. 23 ans. Oh, là. 17 ans, Alain. 17 ans la moyenne d'âge du Sénégal. Vous avez des villes, comme à Lagos, 80% des habitants sont des adolescents. Donc vous imaginez un peu aussi le rattrapage que doit faire le continent africain pour non seulement avoir des dirigeants qui s'approchent de leur âge, mais vous avez aussi une population qui ne participe pas à la vie politique de son pays, qui est complètement déconnectée et qui pourtant est intéressée simplement par la vie, la survie et un avenir économique potable. Et puis Alain Lamassoure l'a dit tout à l'heure, moi je peux vous dire que l'Europe peut aussi accompagner efficacement ce qu'on appelle les repates. Vous avez par exemple l'OFI du Sénégal qui fait un excellent travail pour construire de manière individuelle un avenir pour chaque personne d'origine étrangère, notamment sénégalaise, et qui souhaite revenir dans son pays avec un véritable projet. Donc il y a des solutions. Je le répète ici devant vous, et vous le répéterez après à vos amis, l'Afrique, ce n'est pas un problème, c'est une solution. C'est notre levier de croissance, mais il faut y croire, il faut corriger les fausses informations, et il faut ensuite développer les politiques structurelles qui vont bien avec. La France toute seule ne pourra pas le faire. J'étais avec l'ambassadeur du Sénégal cette semaine qui me dit la chose suivante, mais vous êtes présent, 60% des échanges économiques du Sénégal, c'est avec la France. Sauf que vos enseignes présentes sont des vieilles enseignes. Vous n'avez pas renouvelé votre présence. Donc on a du taf, les jeunes. On a du boulot. Il faut aller en Afrique. Il faut connaître les Africains. Et il faut aussi aider les diasporas. Savez-vous aussi que la diaspora aide le continent africain 3 fois plus aujourd'hui que notre aide publique au développement. C'est-à-dire qu'il faut surfer sur le capital de la diaspora africaine pour construire avec eux. Donc vous voyez, l'Europe peut être extrêmement utile, mais dans un partenariat, attendez, je terminerai par là, gagnant-gagnant, un partenariat de confiance. Il faut que chacun comprenne de part et d'autre de notre continent et de part et d'autre de l'étroit de Gibraltar qu'on peut gagner et que ça vaut la peine de se faire confiance. Agir à du travail. Merci Vincent. Antoine Herth, il y a aussi un sujet qui est très important, c'est celui de la PAC, de la politique agricole commune. Ce sujet, il pose aussi une question simple. Est-ce que, lorsqu'on est européen, est-ce que le monde rural, ça veut encore dire quelque chose? Certainement, la politique agricole commune s'intéresse d'abord, ou intéresse d'abord le monde rural, mais en réalité, elle devrait intéresser tout le monde, y compris la ville. Parce que la politique agricole, c'est une politique qui fait le quotidien des agriculteurs, mais qui en réalité est un levier extraordinaire pour toute une chaîne de valeur. Regardons ce champ de maïs qui est juste à côté de notre salle. Avant qu'il ait poussé du maïs, il y a eu des sélectionneurs qui ont sélectionné, qui ont fait de la recherche génétique, qui ont sélectionné les graines. Il y a des constructeurs de machines qui ont construit les machines pour semer ce maïs. Il y a eu des agronomes, des agriculteurs qui se sont penchés sur ce champ pour faire pousser ce maïs. Une fois qu'il sera récolté, il deviendra quoi? Il deviendra du lait pour faire du brie de melun, il deviendra du cochon pour faire du jambon, il deviendra des œufs, il deviendra des produits non alimentaires, des fards à joues, des produits de substitution des phosphates dans les lessives, il deviendra du plastique recyclable. Il y a
1000 et 1000 applications. Et en réalité, la vraie question qu'on doit se poser, si on arrête de produire ce maïs, est-ce que derrière la chaîne économique va encore fonctionner? Eh bien, je dis non. Et c'est ça la raison pour laquelle il faut être extrêmement attentif quand nous négocions des accords commerciaux internationaux, qu'il faut se dire, est-ce qu'on pourra continuer à produire cette matière première qui nous permettra de créer de la valeur, de créer des emplois localement? C'est ça à quoi sert d'abord, en premier lieu, la PAC, et c'est pour ça, probablement, ce n'est pas une politique ancienne, mais une politique promise à un avenir. Merci Antoine Herth. Tokia Saïfi, vous êtes députée européenne, vous connaissez parfaitement les rouages, les points forts, les points faibles aussi du Parlement. On a parlé immigration, on a parlé agriculture, on a parlé politique de développement. Sur ces questions, les consensus sont possibles, on peut encore avoir des majorités? Bien sûr. Vous savez, et avec Alain, on connaît ça par cœur, puisque quand on arrive au Parlement européen, il faut changer de logiciel. Au Parlement européen, nous, on fonctionne de façon constructive depuis toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité et d'opposition, l'opposition qui s'oppose, la majorité qui impose, pardon. Il y a 8 groupes politiques au Parlement européen. Le PPE qui a gagné les élections depuis après plusieurs campagnes, rien qu'au PPE, vous avez 50 partis politiques différents. Donc vous voyez que vous êtes obligé de trouver un consensus déjà à l'intérieur du parti politique. Et j'allais dire pour le meilleur et pour le pire, parce que dans le PPE, on ne va pas revenir sur... il y a tous les partis, puis il y a aussi M. Orban, il y a aussi le parti de M. Kurz qui a fait une alliance en Autriche avec l'extrême droite. Donc vous devez trouver des consensus. Donc on a une manière de fonctionner, parce que même dans les groupes politiques, vous avez des clivages sur certains sujets. Clivage nord-sud, clivage sur des sujets, je vais vous prendre par exemple sur le commerce, on vient d'en parler, sur la PAC, les indications géographiques protégées. Eh bien, ce n'est pas voter comme un seul homme quand on présente un dossier, un sujet. Nous avons des pays qui sont plus sensibles sur ces sujets, la France, l'Italie. Donc voilà, donc sur un rapport parlementaire, nous essayons de trouver un consensus. Ce n'est pas toujours notre position de départ, parce que, évidemment, ça, ce n'est pas possible, mais on préfère faire un pas les uns vers les autres, défendre amendement par amendement et pouvoir faire voter ce rapport, donc de façon constructive. Je voulais revenir sur un point qu'a soulevé Alain quand il dit, et je suis complètement d'accord avec lui, après que les données qu'a présentées Frédéric, sur le fait que les Français, les citoyens sont plus européens que leurs dirigeants. On parle souvent de bureaucratie bruxelloise. J'ai entendu cette semaine, je suis un peu déçue de la part de la ministre de la Défense qui a parlé de Club Med de la bureaucratie. Donc on entend de tout. Moi je voudrais... Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un président de la République qui assume. Je voudrais que nos dirigeants assument les décisions qu'ils votent à Bruxelles quand ils reprennent le Thalys et qu'ils arrivent à Paris, qu'ils puissent se les approprier, qu'ils puissent les défendre. Quand on parle de conseil autour de la table, au Parlement européen, vous avez vos élus, ceux qui vous représentent. Autour de la table des conseils des ministres, ce sont nos ministres, ce sont nos dirigeants. Et autour de la table du Conseil européen, vous avez nos chefs d'État et nos chefs de gouvernement. Donc le sentiment européen, il est solide. Les Français ont compris que sur les grands sujets, c'est au niveau européen que ça se passe. Mais je voudrais que nos dirigeants assument et n'aient pas l'Europe honteuse. Merci beaucoup, Tokia. Alors, justement, une de vos collègues qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, nous a laissé un petit message, un message que je vous demande d'écouter et de regarder avec la vidéo qui va être diffusée derrière nous. Je suis heureuse de partager avec vous ce moment important d'agir avec Franck Riester. Je dois vous dire que je partage les piliers d'action qui sont les vôtres. L'engagement humaniste, le côté
très engagée sur le plan européen, mais aussi sur le plan social. L'humanisme, bien sûr, c'est la référence à nos pères fondateurs de l'Europe. Moi, je suis du pays de Jean Monnet, à Cognac. Et donc, comment peut-on oublier ce qu'ont fait les pères fondateurs pour la paix, pour dépasser les haines et permettre l'épanouissement des peuples européens. Je pense aussi à la référence à Simone Veil, qui a tellement marqué notre histoire nationale et notre histoire européenne, alors qu'elle a été certainement parmi ceux qui ont le plus souffert de la guerre et de ce manque d'entente entre les peuples. Oui, l'Europe est un élément extrêmement important, constructif de la paix entre les peuples. De la paix, mais aussi de la démocratie et de la liberté. Nous avons ici au Parlement européen des collègues qui ont été emprisonnés pour leurs idées politiques. Et donc c'est extrêmement important que dans l'humanisme, nous ayons aussi ces références de paix, de liberté et de démocratie. Le deuxième point, c'est l'engagement pro-européen. Aujourd'hui, cet héritage, nous devons le faire fructifier, le faire évoluer, l'adapter. Ce n'est pas quelque chose de figé. Nous ne l'héritons pas en archives. C'est un flambeau de vie qui nous est passé à l'heure de la mondialisation. Et c'est là que nous devons plus que jamais être forts dans notre organisation collective pour réagir mieux ensemble aux problèmes qui se posent à nous. Que ce soit des problèmes internationaux ou des problèmes qui se posent à nous à l'intérieur de l'Europe, comme je pense à la défense, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, l'émigration, etc. Les réponses sont en notre force européenne. Agir doit aussi porter cette action interne à l'Europe. Enfin, le troisième point sur lequel je suis engagée avec acharnement depuis 10 ans, c'est la bataille de l'emploi. Aujourd'hui, la bataille de l'emploi, elle n'est pas réglée au niveau national. Elle se joue au niveau européen. Pourquoi ? Parce que nous avons la liberté de circulation des services, parce que nous avons la liberté de circulation des personnes. Et donc, derrière tout cela, il nous faut aussi agir pour l'emploi. Les lignes directrices de l'emploi, la santé au travail, mais aussi l'initiative pour l'emploi des jeunes, la lutte contre la pauvreté, contre la mondialisation, le Fonds social européen et par-dessus tout, la directive sur les travailleurs détachés que j'ai portée à bout de bras, avec un engagement total, avec un acharnement de chaque jour, peut-être même de chaque nuit. Et donc, il faut, à travers ces politiques-là, éviter tout ce qui a un petit relent de repli sur soi. Oui, il faut qu'il y ait une réglementation juste, à travail égal, salaire égal, sur le même lieu de travail, pour éviter les concurrences entre Polonais, Roumains, Français. Il faut bien qu'il y ait cette ouverture de circulation des travailleurs, mais cette réglementation ferme et juste. Et là, je reviens aussi à l'humanisme. La justice que nous mettons dans notre action politique, agir doit aussi la porter. C'est cette droiture politique, cette référence qui doit être dans agir notre boussole. L'Europe sociale, c'est le premier centre d'intérêt de tous les citoyens européens. L'emploi, c'est le premier sujet des Français. C'est parfois même la première angoisse. C'est tous ensemble que nous devons agir pour l'emploi au niveau européen. Alors vous voyez, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, dans un esprit humaniste, dans un esprit européen, dans un esprit social. À 250 jours des élections européennes, le compte à rebours est lancé. Nous avons
presque la colonne vertébrale d'une véritable politique européenne, d'une véritable campagne électorale européenne, pro-européenne, nettement pro-européenne, alors agir pour l'Europe, ensemble, c'est vraiment notre moteur, c'est l'avenir des citoyens européens et c'est ce qu'il nous faudra porter, c'est les citoyens qu'il va falloir convaincre pour ne pas se laisser se développer ces petits relents pernicieux de repli national. Alors, tous ensemble, on retrousse nos manches pour l'Europe. Je me permets d'interrompre cette très intéressante table ronde sur l'Europe pour dire que je viens d'avoir Elisabeth Morin-Chartier. Elle a pris la décision de rejoindre Agir, la droite constructive. On la remercie. Merci Elisabeth. On a une très bonne nouvelle. Donc on va continuer la fin de la table ronde avec le sourire, avec cette bonne nouvelle. On va aller très très vite parce qu'on est tenu par le temps. Donc je vais vous poser une question rapide à chacun et puis l'objectif c'est que vous répondiez en 20 secondes, donc beaucoup plus court que ce que je viens de faire à l'instant. Donc Elisabeth Morin-Chartier nous a parlé d'emploi. Fabienne, en 20-30 secondes, qu'est-ce que l'Europe peut faire en matière d'emploi? Alors Elisabeth a fait, avec l'appui de Tokia et d'Alain, sur le sujet des travailleurs détachés. Cette injustice sociale, ce différentiel incroyable de coût du travail qui devrait être fortement réduit dans 1 an et demi puisque la directive est applicable en juin 2020. Puis il y a aussi la convergence sociale qui est très attendue. Elle mettra du temps, nous le savons, mais cela doit rester un objectif. Et puis je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jérôme Bignon ce matin. L'indispensable dimension écologique et environnementale des stratégies européennes. Une économie plus sobre, mais qui créera aussi de l'emploi, parce que cette transition écologique, elle est créatrice de richesses et d'emplois dans tous les États membres. Merci Fabienne. La transition écologique comme créateur d'emplois. Tokia, la santé de ces économies, de l'économie européenne, elle dépend aussi de la mondialisation qui est un peu bouleversée. Vous êtes vice-présidente de la Commission Commerce International. Comment l'Europe doit-elle réagir pour défendre davantage les entreprises et les Européens? Alors, très rapidement, d'abord, le commerce international, c'est 1 emploi sur 7 en Europe. Donc, nous avons besoin de continuer à commercer, mais commercer de façon une mondialisation régulée. Nous avons nos lignes rouges, nous, Français. Nous ne voulons pas d'abaissement des normes sociales, environnementales. Ça, c'est très important pour nous. Nous sommes pour l'exclusion des services publics et des services audiovisuels des accords commerciaux. Nous ne voulons pas que l'agriculture soit une monnaie d'échange dans les accords commerciaux et surtout, l'Europe moins naïve. La réciprocité doit devenir une priorité des négociations. Et c'est pour cette raison que quand Trump a décidé d'imposer des droits de douane, il était très bien que l'Europe réagisse rapidement en répliquant. Et le symbole, c'était Harley Davidson qui s'est retrouvé avec des droits de douane. Et aujourd'hui, les fédérations d'entreprises américaines sont en train de faire une campagne en demandant à Trump d'arrêter de déclencher cette guerre commerciale, car elle sera nocive aussi pour l'Amérique profonde. Merci Tokia. Autre priorité des Français, on l'a vu dans la présentation de Frédéric Dabi, il y a la sécurité, Vincent Ledoux, la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Vincent Ledoux, plus de sécurité, ça passe par plus d'Europe. On parle entre autres parfois aussi de FBI européen. C'est une solution, la solution vient de l'Europe? Alors pas le FBI, s'il vous plaît. Pas ici. Trouvons un autre terme beaucoup plus approprié qui est la coopération renforcée entre les États membres, bien entendu. Moi, vous savez, c'est parfois des images comme ça qui sont rapides, qui sont belles, qui sont douces. J'étais à Paris en scooter, une nuit, il n'y a pas longtemps, et puis je voyais les gens attabler à la terrasse de café, insouciants, heureux de faire leur correspondance, heureux de prendre un petit café ou boire un verre. Ben, c'est ça finalement la liberté. C'est cette douceur-là, cette douceur de vivre. Et c'est ça que certains veulent absolument nous enlever.
Et ce continent, c'est le continent où a été inventée la démocratie, avec toutes ses valeurs, avec les forces de ses valeurs. Et nous devons tout faire pour la protéger, alors qu'au XXIe siècle, siècle normalement de progrès intellectuel, scientifique, numérique, etc., ça n'a jamais été aussi beau, et on n'a jamais été aussi puissant, l'homme n'a jamais été aussi puissant, eh bien il doit être puissant contre tous ceux, j'ai envie de dire les forces obscures du mal, qui veulent nous faire rétrograder, qui veulent nous enlever ce que nous avons de plus cher. Donc oui, naturellement, coopération renforcée. Et ça n'est pas le petit pays belge, le petit pays France, le petit pays suisse qui peut tout seul lutter contre l'ogre terroriste qui est naturellement pas un État encore plus violent et encore plus dangereux par le fait que ce sont souvent des unités très dangereuses. Et donc ces questions de sécurité passent par le niveau européen. Merci beaucoup Vincent. Antoine, juste une réaction. On parle de sécurité, mais souvent on oublie de parler aussi d'un sujet qui est proche, c'est la sécurité alimentaire. Est-ce que l'Europe a les moyens d'agir sur ce sujet également ? Mais elle agit tout à fait. Parce que le deuxième volet de la politique agricole commune, c'est quand l'agriculteur il touche 150 € pour son champ de maïs, il a toute une liste de contraintes qu'il doit respecter. C'est l'éco-conditionnalité, des contraintes sur l'utilisation ou l'interdiction de certains produits phytosanitaires, des contraintes pour l'éleveur en matière de bien-être animal, des contraintes ensuite dans toute la chaîne alimentaire pour la fabrication, pour qu'on puisse tranquillement manger un brie de melun au lait cru sans avoir peur de s'empoisonner. Mais un dernier point, je reviens de Berlin, où nous travaillons, Parlement, Bundestag et Assemblée nationale, ensemble, et nous avons décidé une chose très importante, c'est que nous allons, ensemble, travailler sur la transcription des directives européennes. Parce que tout le travail qui est fait d'orfèvrerie, en quelque sorte, au niveau du Parlement, pour arriver à un accord équilibré, parfois il est défait ou il est surfait lorsqu'on transcrit une directive. Nous avons décidé, là aussi, de faire plus et mieux d'Europe en collaborant entre États et plus particulièrement entre la France et l'Allemagne sur le sujet et qu'on ne vienne plus me parler de « c'est la faute de l'Europe », c'est d'abord la faute de ceux qui lisent mal les directives et qui les transcrivent de travers. Merci beaucoup Antoine. Juste une dernière intervention avant que l'on passe au vote. Alain Lamassoure, on a parlé de beaucoup de priorités, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de sujets. Est-ce que tous ces sujets, c'est compatible avec un budget raisonnable et équilibré ? Oui, mais il faudra poser le principe qu'à partir du moment où on transfère à l'Europe des responsabilités qui jusqu'à présent étaient des responsabilités nationales, il faut lui donner les moyens juridiques, ça fonctionne assez bien, mais il faut aussi lui donner les moyens financiers. Et aujourd'hui, tout se passe comme si sur la scène internationale, l'Europe était un géant juridique. Plus des 2/3 des nouvelles règles de droit, des obligations et des droits qui s'appliquent chaque année en France sont décidées non plus au Palais Bourbon ou au Palais du Luxembourg, monsieur le député, madame le sénateur, mais à Bruxelles et Strasbourg au niveau européen. Alors que le budget de l'Union européenne ne représente que 1% de notre richesse nationale. Quand nous payons 46 € d'impôts, nous adorons payer des impôts en France, 45 sont redistribués en franco-français pour les politiques nationales et 1 seulement sur les politiques européennes. L'Europe a besoin d'argent, mais ça ne veut pas dire qu'il faudra augmenter les impôts pour financer les politiques européennes. Ça veut dire qu'il faut mutualiser les moyens de manière à ce que, pour la même sorte d'argent, voire pour moins d'argent public, nous ayons une efficacité plus grande. Et dans ce domaine, les gisements d'économie considérables, c'est nos politiques militaires. Nous gaspillons un argent fou pour avoir 27 armées d'opérettes. Nous avons besoin de moins d'argent pour former enfin une véritable alliance militaire européenne. Frédéric Dabi a dit, les 3/4 des Français y sont favorables depuis 20 ans. Qu'attendent nos dirigeants ? Il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup, Alain Lamassoure. Il nous reste 1 minute pour que Fabienne, peut-être que vous rappeliez les principales propositions d'Agir et qu'après on passe au vote. Chers amis, une première conclusion de nos travaux, sachant que l'objectif c'est vraiment que ce débat européen, sur tous les thèmes que nous avons abordés ici et d'autres encore, se poursuive sur vos territoires dans la diversité de nos sensibilités. Première conclusion que nous allons vous soumettre au vote à l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 propositions d'agir. Agir pour une véritable police aux frontières, pour mieux nous protéger et mieux contrôler
nos flux migratoires, évidemment une police aux frontières européenne. Deuxième proposition, la création d'un FBI européen, on trouvera un autre nom, pour lutter efficacement contre le terrorisme. Troisième proposition, Antoine, une politique agricole plus juste, respectueuse du travail de nos agriculteurs et qui assure notre sécurité alimentaire. Quatrième, une Europe qui s'engage à être exemplaire face aux défis des enjeux climatiques et au risque de disparition de ressources naturelles. Cinquièmement, Alain, tu viens de l'évoquer, pour une véritable défense européenne. Et enfin, pour une Europe qui assure la convergence des droits des travailleurs et la mise en œuvre d'un socle social. Merci Fabienne. Donc nous sommes au moment crucial, au moment du vote. Je vous demande, comme ce matin, de prendre vos boîtiers, de les prendre en main, et puis vous allez voir, voilà, la question s'affiche derrière moi. Donc je vous lis la question. Soutenez-vous ces propositions que vient de rappeler Fabienne, ces propositions fortes d'agir la droite constructive pour l'Union européenne? C'est très simple, vous tapez 1 si vous êtes pour, vous tapez 2 si vous êtes contre, et vous tapez 3 pour vous abstenir. Le vote est ouvert. Le vote est clos. On va découvrir ensemble les résultats à la question. Soutenez-vous ces propositions fortes d'agir la droite constructive pour l'Union européenne? 94% pour, 1% contre et 4% d'abstention. Je pense qu'on peut applaudir ces résultats qui montrent que l'Europe est dans l'ADN d'agir.